Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du mercredi 4 août 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite un point de marché avec une séance animée notamment par une série de statistiques dont les PMI et le rapport ADP sur l'emploi US. Mais avant ça, hier, Wall Street a quand même terminé en hausse, le S&P 500 atteignant un record de clôture, sous l'effet notamment des gains d'Apple et des valeurs du secteur de la santé, malgré, encore une fois, comme vous le savez, les inquiétudes sur la propagation du variant Delta, qui ont nuancé un peu le tableau optimiste dessiné par les solides résultats trimestriels. Donc, alors qu'ils avaient atteint des niveaux records, les trois principaux indices à Wall Street ont quand même été secoués, toujours par les craintes liées à la propagation du variant Delta et les signes, encore une fois, indiquant que le rebond de l'économie américaine commençait à ralentir. Effectivement, après avoir eu pas mal de données montrant des stats qui avaient atteint des niveaux records, maintenant, ça commence un peu à se tasser et certains signes même montrent que l'économie commence à ralentir. En parallèle, on a aussi eu la régulation accrue menée en Chine contre les groupes technologiques, qui a eu quand même des répercussions mondiales. Les craintes que le secteur des jeux vidéo puisse être à son tour dans le viseur de Pékin, eh bien, a provoqué le recul des entreprises du secteur listées à New York, mais aussi en Europe. On a quand même eu pas mal de valeurs, que ce soit Nikon, des valeurs basées sur les jeux vidéo, qui ont décliné, en tout cas hier. Pas mal de groupes de jeux vidéo aussi ont décliné suite à une vente notamment massive d'actions Tencent, une entreprise chinoise, tandis que Take-Two Interactive Software, elle, a plongé après avoir annoncé des prévisions de vente décevantes. Ce matin, en revanche, en Europe, on évolue en hausse. Les solides publications d'entreprises permettent encore une fois de contrebalancer avec les inquiétudes relatives à la propagation du variant Delta et aussi à la pression réglementaire en Chine. Alors, les investisseurs comptent aujourd'hui sur de nombreuses statistiques économiques dans la journée pour permettre au marché de poursuivre déjà sa hausse qu'il a entamée depuis pas mal de temps, maintenant que la saison des résultats commence à arriver à son terme. On a déjà eu la plupart des grosses capitalisations qui ont publié leurs résultats. On a encore quelques valeurs. Par contre, sur le DAX, on a pas mal de valeurs qui vont encore publier, mais dans l'ensemble, on arrive plutôt à la fin de la saison des résultats. Alors, en Europe, ce matin, concernant les PMI, eh bien, l'activité dans le secteur privé de la zone euro s'est accélérée en juillet, atteignant même son niveau le plus élevé en 15 ans. La levée des restrictions sanitaires et le déploiement de la vaccination eh bien, ayant favorisé une reprise dans les services. Enfin, l'indice d'activité PMI composite mesuré par IHS Markit auprès des directeurs d'achat, considéré comme un bon baromètre, on va dire, de l'état de santé de l'économie, a progressé à 60,2 en juillet contre 59,5 en juin. C'est son plus haut niveau depuis juin 2006. Donc là aussi, on est de nouveau sur des niveaux historiques. Je m'attends maintenant, dans les prochains mois, à avoir un ralentissement et c'est ce qu'anticipent un peu les investisseurs eux aussi. Donc pour l'instant, tout va bien, j'ai envie de dire, et on a des indicateurs qui montrent quand même une certaine bonne santé de l'économie en Europe. Côté macro, ici c'est un graphique de saisonnalité des rendements du trésor américain et des actions américaines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la saisonnalité des rendements du Trésor américain est opposée à celle des actions, ce qui rend le mois d'août
et de septembre difficiles pour les actions américaines. Généralement, les actions rentrent dans la période la plus faible de l'année. On considère que c'est surtout août et septembre, donc on est en plein dedans. Et comme toujours, à cette époque, on a pas mal de graphiques qui nous montrent que le rendement moyen des actions américaines est à peu près stable en août et même légèrement négatif en septembre. Mais si l'on ajoute la performance justement des bons du Trésor américain, on obtient un tableau un peu plus révélateur et on observe également une tendance saisonnière claire dans les rendements des bons du Trésor américain qui est, comme je vous le disais, l'inverse de celle des actions. Ainsi, les rendements sont plus élevés pendant l'été et plus faibles pendant l'hiver. Par conséquent, on constate que les actions américaines ont tendance à sous-performer les obligations du Trésor américain d'environ 1% en moyenne en août et en septembre, étant donné que la volatilité des actions étant beaucoup plus élevée que celle aussi des obligations du Trésor américain. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est un des nombreux facteurs à prendre en compte, surtout si vous investissez dans un portefeuille multi-actif avec des obligations et des actions. En tout cas, généralement, on assiste très clairement à une période un peu plus faible, un peu plus calme sur les marchés durant le mois d'août notamment. Parfois, on a quelques accidents, mais assez rares. Et on a une reprise du marché plutôt vers fin septembre. Pour terminer, ici, nous avons un graphique qui tente de mettre en perspective des potentiels signes de bulle. Ce graphique montre la capitalisation boursière totale des actions dont le cours PS, donc le ratio cours-vente est supérieur à 20. Donc là, il a atteint justement 4,5 billions de dollars. À titre de comparaison, le ratio cours-vente actuel des actions américaines atteint un niveau record de 3,1. La dernière fois qu'on avait atteint ce niveau, qu'on était monté aussi haut, justement, c'était durant la crise des dot-com en 2000. Alors, le graphique suggère, si vous voulez, qu'au moins une partie de la spéculation augmente la possibilité d'une bulle sur le marché. Donc, on a aussi d'autres indicateurs qui permettent de mesurer un peu et de savoir si le marché se trouve en territoire de bulle ou non, tels que l'activité d'introduction en bourse. Effectivement, on constate que lorsqu'on a une multitude d'introductions en bourse, et généralement derrière, on a, je dirais pas soit une bulle, mais une grosse correction de marché, l'émission d'actions et dans certains domaines, justement, la valorisation, qui indique également des marchés actions très exubérants. D'autres mesures, cependant, indiquent le contraire, qui montrent qu'on n'est pas forcément encore dans un territoire de bulle. Par exemple, le mouvement récent des prix n'est pas extrême. On n'a pas non plus une parabole qui prendrait la forme d'une exponentielle sur l'ensemble des indices, comme ce fut le cas en 2000. Néanmoins, à part le Nasdaq, qui quand même est assez haut perché, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a une hausse rapide, certes, mais elle n'est pas non plus extrême, elle n'est pas parabolique. Donc le mouvement des prix n'est pas extrême et surtout, nous ne sommes, je dirais, pas à la fin du cycle. Donc ça aussi, c'est important de noter. On parle encore de reprise économique. Selon moi, on n'est pas encore sur une fin de cycle. L'endettement aussi des entreprises est élevé, mais en baisse. Et autre élément clé, ce sont les taux d'intérêt qui restent extrêmement bas. Donc voilà un peu les éléments qui viennent contrebalancer les arguments qui plaident pour une bulle. Toutefois, effectivement, on est quand même sur des niveaux assez élevés, assez extrêmes, de prix, de capitalisation de marché. Comme je vous le disais hier, on avait des analystes qui étaient assez optimistes
avec une multitude de recommandations à l'achat sur beaucoup de titres, alors que l'ensemble des indices évolue sur des plus hauts historiques, d'où mon invitation à la prudence, étant donné qu'on était quand même sur des niveaux assez hauts, et qu'au contraire, en cas de correction, il était important de soit avoir pris ses bénéfices, de s'être allégé justement pour profiter d'une correction et se positionner sur des titres qui pourraient derrière redémarrer assez fortement. Pourtant, en moyenne, je dirais que nous nous rapprochons et non, nous nous éloignons du territoire de la bulle, mais pour l'instant, ce phénomène pourrait encore durer longtemps. Mais effectivement, on commence, notamment avec les injections massives de liquidités des banques centrales, à avoir des valorisations extrêmes, comme je vous le disais, ce qui fait que cela pourrait créer derrière des bulles sur certains actifs. On avait déjà eu des bulles sur les mêmes stocks, sur les valeurs du cannabis notamment, qui ont explosé, mais pas sur les grosses capitalisations. Donc c'est surtout celle-là qu'il faudrait surveiller si jamais le marché éclate. Mais en tout cas, on se rapproche en territoire de bulle, selon moi, mais on n'est pas à la fin du cycle. Ce phénomène-là, vous voyez, on pourrait très bien monter à 5,5 voire 6 trillions, sans aucun souci, étant donné qu'ici, les banques centrales n'étaient pas autant à la manœuvre qu'elles le sont actuellement. Hein, pour rappel, les banques centrales ont vraiment commencé à soutenir les marchés et à les mettre sous perfusion à partir de la crise de 2009. Et en 2020, elles ont quand même injecté quasiment 10 000 milliards de liquidités, alors que ici, c'était uniquement les investisseurs qui avaient créé ce phénomène de bulle. Alors qu'ici, maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que les banques centrales, via leur taux bas extrême et leurs injections de liquidités, est-ce qu'elles ne pourraient pas non plus créer une bulle à force d'utiliser à outrance ces outils? Donc maintenant, reste à savoir si elles ont trouvé la potion magique, la recette magique, ou si derrière, d'ici quelques mois, ça pourrait commencer à gripper les marchés et potentiellement, surtout si elles commencent à se retirer du marché et à retirer leur soutien, eh bien, je pense que le marché ne devrait pas apprécier cette démarche et on pourrait surtout avoir un début de correction. Côté graphique, maintenant, direction notre indice national, le CAC 40. Alors, toujours orienté à la hausse, aucune raison de se mettre à contre-courant, toujours sur le CAC 40. Celles et ceux, comme je vous disais hier, qui sont rentrés suite à la cassure du porte-voix, remontent leur stop et prennent leurs bénéfices. Pour ma part, je reste encore haussier sur le CAC 40. L'objectif final, c'est les 6800 points. Du moins, l'objectif théorique est à 6800 points. L'objectif parfait, ce serait d'aller chercher la bande haute du canal. Ici, les 6900, et là, ce sont quasiment la résistance des plus hauts historiques, vers les 6930 points, 6945 points. Donc pour l'instant, aucune raison d'être baissier, on est vraiment dans un flux haussier. Pensez en tout cas à prendre vos bénéfices, à remonter votre stop, soit à break-even, soit mettre un stop win. Et puis, il faut espérer que le CAC poursuive en tout cas son ascension pour venir chercher les 6800 points. Et derrière, ce serait très propre en tout cas graphiquement d'aller taper une nouvelle fois la borne haute du canal vers 6900 points. Par contre, vers les 6900 points, je commencerai sérieusement à m'intéresser à une stratégie short sur l'indice CAC 40. Mais pour l'heure, voilà, on est toujours porté par une dynamique bien en place, haussière, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, que ce soit en données 4 heures ou même en données horaires. C'est haussier. Donc, plutôt essayer de mettre à profit les repliés
de marché pour tenter de se positionner et prendre quelques points d'intraday. Mais en swing, celles et ceux qui ont réussi à rentrer par ici, remontez votre stop, mettez un stop win, par exemple sous la moyenne mobile 50-1 heure. Et maintenant, tant que le marché ne montre pas de signe d'essoufflement, eh bien, il faut l'accompagner le plus loin possible dans sa tendance haussière. Le DAX. Le DAX, peut-être une sortie de range par le haut. On va quand même d'abord regarder en données journalières la tête des bougies, mais pas beaucoup d'indications. J'aime bien quand même le gap d'impulsion qu'on a eu ce matin au-dessus. Voilà, on avait clôturé presque dans le nuage et donc au-dessus de la Tenkan et de la MM50. Toutefois, on est dans un range, mais bon, ça montre quand même qu'il y a une certaine impulsion et une force acheteuse qui essaye de se mettre en place. Selon moi, on reste toujours enfermé dans le range de moyen terme 15 100, 15 800 avec pourquoi pas excès en direction des 15 850. Pour rappel, c'est toujours la fameuse oblique, du moins borne haute du canal mensuel. Donc pareil, pour moi, le niveau clé ici, ça reste 15 860, 15 860. Ici, de nouveau, je m'intéresserai à des stratégies short. Mais pour l'heure, on est dans un range de moyen terme et comme évoqué la semaine dernière et surtout cette semaine, il fallait travailler le range horaire sur le DAX. Donc là, on a un magnifique range juste ici. Et j'aime beaucoup la dynamique actuelle. Voilà, pour moi, on a une sortie de range par le haut qui a été validée par la bougie horaire. Pour l'instant, alors bon, c'est vrai que si on prend la mèche, on est encore un peu limite. Il faudra attendre la clôture de cette bougie, mais sinon, dans l'ensemble, j'ai bien l'impression que le DAX va sortir de sa torpeur actuelle pour aller chercher justement l'objectif à 15 832. Là, ce serait très propre que le CAC accélère lui aussi et vienne taper son haut de canal et que le DAX, en parallèle, vienne taper une nouvelle fois la borne haute du range couplée à la borne haute du canal. Donc maintenant, si on prend l'objectif théorique, ça nous donne un objectif, voilà, quasiment 15 882. On reviendrait, pourquoi pas faire de l'excès sur les 15 880, 15 840, en tout cas au-dessus de la borne haute de notre canal. Donc là, très clairement, pour moi, plutôt une stratégie haussière, pourquoi pas avec un stop loss au milieu du range si derrière en données horaires on valide bien la sortie de range, si vous attendez la clôture à 13 heures. Et donc, haussier pour aller chercher surtout dans un premier temps 15 800 et sur excès 15 850, pourquoi pas derrière 15 900. Le Dow Jones. Le Dow Jones, pareil, assez piégeux finalement, qui a fait une fausse sortie du range H1, qui l'a réintégré derrière. Bon, néanmoins, c'est quand même, l'indice reste quand même assez solide. Regardons en données journalières. C'est vrai que la bougie est quand même belle. On a fait une mèche, mais encore une fois, ce qui m'intéressait surtout, c'est le niveau de support des 34 800. L'ancienne borne haute du range qui a plutôt bien tenu. Et derrière, on est toujours, selon moi, encore dans le range. Voilà. Là, j'attendrai de nouveau la cassure sur le cash, en tout cas, des 35 150. Une belle bougie 4 heures au-dessus des 35 150, avec un stop loss donc au milieu du range intermédiaire pour aller chercher de nouveau 35 500. Voilà l'objectif que j'ai. Pour rappel, nous avons le NFP ce vendredi, donc logiquement, le rapport sur l'emploi américain devrait donner le tempo pour la suite et valider ou non cette sortie de range
on va dire à court terme, mais aussi la sortie du range de moyen long terme en place depuis le mois d'avril. Donc encore une fois, il va falloir travailler ce range. On va quand même basculer sur les futurs, mais on peut une nouvelle fois l'ajuster avec 34 800 bornes basses, 35 150 bornes hautes. Et en cas de cassure, eh bien, se positionner avec un stop loss au milieu du range pour aller chercher 35 500, ce qui vous fera un ratio de 1 pour 2. C'est plutôt correct. Voilà. Là, on a fait un excès à l'ouverture, il me semble. Pile poil à l'ouverture, on est venu voilà, à 15h30. Pour rappel, hein, il est déconseillé de trader les indices à l'ouverture, en tout cas lors des 15 premières minutes, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique. Donc, généralement, le lundi matin, on laisse passer 1 heure avant de trader les indices pour savoir un peu comment les investisseurs vont se positionner le matin, et ensuite, les autres jours de la semaine, il est préférable de laisser passer entre 15, 20, peut-être même voire 30 minutes sur les indices américains à l'ouverture à 15h30 ou à 9h en Europe. Donc voilà, là c'est la petite astuce si vous tradez les indices pour éviter justement de tomber un peu dans ces pièges qu'on peut avoir, les marchés qui réagissent en tout cas à chaud à l'ouverture. Donc voilà, il faut toujours laisser les 15 premières minutes de cotation avant d'essayer de se positionner sur le marché. Mais globalement, ça c'était la petite parenthèse. Pour revenir sur notre indice, la stratégie, elle, n'a pas changé. On est toujours dans le range, très clairement. Là, on est travaille la borne haute, donc j'attendrai au moins une bougie 4 heures pour confirmer la cassure. 35 150 sur le cash, et là, ça correspond à 35 050 points sur les futurs. Et là, on donnait 4 heures. Voilà, si on réajuste un peu le range, tac, ça donne ça. On va prendre les mèches. Voilà, une belle bougie flux 4 heures au-dessus de 35 050 points. Et là, je pense qu'on aurait un joli signal technique haussier pour prolonger la hausse en direction des 35 500 points. L'euro-dollar. Finalement, l'euro-dollar et son triangle invalidé, très clairement. On est repassé sous les 1,1875. Je reste toujours haussier sur cette paire, étant donné qu'on a eu quand même des signaux hebdomadaires assez puissants. Parce que là, on ne serait pas dans une structure en fanion justement ici sur l'euro-dollar. En tout cas, ça y ressemble, mais je ne passe pas baissier pour autant. Il faut absolument qu'on parvienne à repasser les 1,1875. Donc pareil, est-ce que l'euro va attendre finalement le NFP et pourrait consolider dans un range à plus court terme? Et telle est la question. Hop, juste ici. Est-ce qu'on n'aurait pas un range finalement qui est en train de se mettre en place? Bon, pas de plan de trading actuellement. Je garde toujours en tête un objectif à 1,1950. Celles et ceux qui se sont positionnés ici sur la bande basse, eh bien, prenez vos bénéfices à l'approche d'un 18,75, mettez votre stop à break-even et patientez maintenant et attendez de voir si le marché va réussir à casser ce niveau. Mais bon, j'ai pas non plus envie d'être baissier maintenant sur l'euro-dollar, j'ai pas envie d'être vendeur actuellement. On s'inscrit toujours au sein d'une reprise haussière. On va faire un peu de nettoyage. Ouais.
Bon, j'attendrai encore un peu. J'aime bien la moyenne mobile 50 qui remonte, soutenue par la MM200 et la MM50. Pour l'heure, je suis plutôt neutre, aussi à moyen long terme. Mais pour confirmer cette hausse, il faut vraiment qu'on repasse au-dessus des 1,1875 en fait. Voilà, d'où mon invitation à remonter vos stops, prendre des bénéfices ici, à vous mettre à break-even. Pas de plan de trading, plutôt haussier, mais j'attendrai la cassure des 1,1875, une belle cassure pour aller chercher les 1,1953. Mais je pense encore une fois que le NFP de vendredi devrait logiquement déclencher un certain flux sur cette paire. Le NZD-USD, là, pareil, on avait un plan baissier qui a été invalidé finalement suite au bear trap qu'on a eu ici. Donc, réintégration du range, une nouvelle fois. Donc, je vais réajuster le range et donc, il va falloir de nouveau surveiller la réaction des prix sur la borne haute de ce range. Pour l'instant, les acheteurs gardent la main, on est en train d'effectuer la nouvelle rotation des prix. Je n'observe pas actuellement de signal de retournement. Néanmoins, voilà, on est de nouveau sur un niveau clé et donc il ne faudra pas hésiter à passer vendeur si la paire dessine des signaux de retournement. En données 4 heures, voilà, c'est haussier pour l'instant. On se rapproche de la borne haute, mais pas de précipitation, très clairement. On va encore attendre un peu. J'aimerais au moins une bougie 4 heures pour une prise de décision. Surtout, si vous voulez passer vendeur, attendez au moins une bougie 4 heures pour valider le signal baissier, comme ce fut le cas ici avec le bel avalement. Là, par contre, effectivement, c'est un peu plus compliqué. On avait déjà atteint le milieu de range. Pour les plus expérimentés, pourquoi pas un signal horaire. Ici, on avait eu justement déjà un avalement, mais je ne suis pas convaincu. J'aimerais bien au moins qu'on ait un break de la Tenkan. Ici, la divergence n'est pas validée. Bon, j'attendrai encore un peu et voir la réaction du marché vraiment sur la borne haute, si surtout on fait un excès sur Mesh, qu'on arrive un peu sur le seuil psychologique des 0,71. Donc, attendez un peu, on fera le point aussi en fin de semaine. Et pareil, encore une fois, le NFP devrait logiquement driver les cours derrière. Pour terminer, le NZD CAD, j'aime beaucoup la configuration sur cette paire. On a une sortie de range par le haut avec une belle bougie flux, donc à confirmer ce soir en clôture. Mais encore une fois, voilà, on consolidait dans un beau range. Sortie par le haut, belle bougie flux hier, deuxième bougie flux. Ici, on a ce qu'on appelle un rounding bottom, l'inverse du rounding top. Donc, une sorte de range aussi, mais c'est vrai que ça ressemble, c'est pas une épaule, tête, épaule. Hein. On a beaucoup trop d'amplitude ici sur la première épaule et la deuxième par rapport à la tête pour former une épaule, tête, épaule inversée. Donc, on est plutôt sur un rounding bottom. Et là, j'ai l'impression qu'on a un signal technique haussier pour aller chercher MM200 et les 0,8970. Revenir sur cette zone qui m'intéresse. Voilà l'objectif que j'ai sur cette paire. Voilà, si on prend l'oblique, on essaie de tracer cette oblique. On n'a que 2 points de contact, mais bon. On est aussi en train de percer l'oblique, à confirmer en clôture. Néanmoins, j'attendrai un pullback, car on a eu une forte accélération. Et si on affine, voilà, on a quand même le RSI qui est un peu en zone de surachat, les prix très éloignés de la Tenkan. Donc j'ai peur que si vous rentrez maintenant, possiblement il y ait une incursion, enfin de nouveau un retest un peu plus bas avant de repartir.
Donc, laissons faire le NZD4, pourquoi pas qu'il accélère pourquoi pas aller même jusqu'au 0,8890, pour ensuite faire en sorte que la Tenkan, elle, remonte et le prendre sur pullback. Ça permettrait justement à l'indicateur RSI de se dégonfler un peu, et généralement en tendance haussière ou baissière, vous voyez que la Tenkan, elle suit les prix. Donc là, elle est quand même assez éloignée. Donc j'attendrai vraiment que Tenkan remonte et que les prix reviennent un peu chercher la Tenkan, pourquoi pas en fait reprendre sur pullback. Donc, finir l'accélération, déjà attendre la clôture journalière. Une fois qu'on a fait une clôture au-dessus de l'oblique et des 0,8858, laisser le marché se stabiliser, revenir sur pullback, se positionner avec un stop loss juste en dessous, aller chercher le niveau des 0,8978. Le gold, bon, le scénario n'a absolument pas changé depuis hier. Ce sera une revue de marché assez rapide sur le gold. Voilà, il se passe absolument rien. C'est léthargique, c'est complètement plat. On est toujours dans le range. Ce qu'il faut, c'est affiner votre plan, en donner 4 heures. Et en donné 4 heures, il ne s'est rien passé depuis hier. On est au même stade, encore une fois, soit on attend un retour sur la bande basse, champ de retournement et rotation complète des prix pour viser 1830, 1850 et derrière 1910. Sinon, de nouveau retour sur la borne haute. Si vous aimez vendre le gold, pourquoi pas sur signal pour viser la borne basse. Sinon, en cas de cassure, eh bien, il faudra se positionner, selon moi, à l'achat pour viser 1850 et 1910. En tout cas, le plan reste le même depuis hier et la semaine dernière. Un travail toujours de ping-pong entre les deux bornes. Le Brent, finalement, le Brent s'enfonce. On a quand même eu une belle bougie flux hier. On a quand même enfoncé des niveaux clés assez importants. J'ai envie de passer baissier sur le Brent. Ça se dégrade. Là, très clairement, on avait déjà l'avalement. Ce qui me dérangeait, c'était le nuage juste ici. Et le nuage et la moyenne mobile 50, et je crois qu'on avait aussi la Kijun. Bon, on a enfoncé le gros niveau. J'ai l'impression que les vendeurs sont en train de prendre l'ascendant psychologique et que le pétrole, finalement, après être monté un peu haut, un peu vite, commence à comprendre l'impact du variant Delta sur la demande et sur les économies, sur l'économie mondiale, surtout si on a de nouvelles restrictions dans certains pays, ce qui pourrait bien entendu fragiliser la demande de Brent, de pétrole. Plutôt baissier, pas de plan de trading, proposer de vendre ici avec un stop loss juste au-dessus, c'est risqué. C'est pas une configuration qui me plaît énormément, mais effectivement, on a une dégradation, on a quand même enfoncé des gros niveaux clés. On est repassé sous la Kijun Tenkan et même 50 et le niveau 50 des Fibonacci. Tout porte à croire qu'on pourrait avoir une accélération pour venir chercher le prochain niveau. Donc là, effectivement, si je devais mouiller un peu sur le pétrole, j'ai plutôt le sentiment que c'est baissier, ça reste haussier, mais que les vendeurs pourraient amorcer une correction plus profonde pour revenir chercher la zone des 69,95. En données 4 heures, est-ce que j'ai un peu plus d'informations? C'est vrai que c'est assez propre. On enfonce le gros niveau, on casse, on effectue le pullback et on est bloqué sous ce niveau-là. Donc, ce qui montre à quel point c'était une zone de polarité. Hein. En données 4 heures, on le voit bien ici, ça avait lâché, réintégration, cassure, pullback. Donc pour moi, effectivement, tant qu'on est sous les 72,45, j'estime que les vendeurs gardent la main et qu'on pourrait accélérer en direction des anciennes bornes hautes du triangle, ici des 70 $.
voilà le plan que j'ai sur, enfin le plan, plutôt la prévision, car j'ai pas de plan de trading à vous donner. Je ne suis pas fan actuellement du marché pétrolier et de la configuration. Trade assez risqué, très clairement, mais pourquoi pas, étant donné qu'on commence maintenant à montrer des signes de ralentissement sur le marché pétrolier. Le light, c'est la même chose, même constat. Même constat sur le light, finalement l'avalement ici 4 heures n'a strictement rien donné, belle bougie flux baissière, mais le ratio n'est pas bon pour aller chercher quoi ici, avec un stop juste au-dessus, ça fait un ratio même pas de 1 pour 2, quasiment un peu plus, 1 pour 1,5, c'est vraiment pas terrible. Non, j'attendrai le pétrole un peu plus bas pour intervenir. Est-ce qu'on va faire une grosse correction en A, B, C? Bon, ce sera un scénario envisageable aussi. Mais là, actuellement, pas évident de mettre en place une stratégie. Mais comme je vous le disais, c'est vrai qu'on a eu un bel avalement baissier. Là, j'ai l'impression qu'il est confirmé hier avec cette belle cassure. Tenkan, MM50, Kijun, incursion dans le nuage. C'est un peu la zone chaude à traverser. C'est fait. C'est vrai que on a quand même des signaux baissiers qui sont en place actuellement sur le pétrole. Comme sur le Brent, pas de plan de trading à proposer, mais si jamais vous tradez le pétrole, en tout cas, si je devais donner mon avis, je viserais plutôt le sud que le nord. Pour terminer, les crypto-monnaies, avec le Bitcoin. Alors, concernant le BTC, bon, on est venu chercher l'objectif des 38,2. Vous voyez, c'était hier, on était juste un peu avant, donc l'objectif c'était acheter 38,2. TP final, c'est les niveaux des 50. Pour l'instant, ça tient. Que dire sur le BTC, réintégration du range, voilà, on a un gros niveau à aller chercher. Comme toujours, hein, ce sera le niveau des 40 800 et cet oblique-là à franchir. On a eu une belle réaction sur l'oblique ici. Les prix sont venus buter, derrière réintégration. Pour l'instant, je m'inquiète pas trop sur le BTC. On est dans une impulsion haussière. On corrige sur les niveaux des 38,2. Il ne faudrait pas, par contre, qu'on revienne trop rapidement et trop fort sur le niveau des 50. Sinon, très clairement, on va faire une nouvelle rotation des prix vers la borne opposée. Mais pour l'heure, vendre ici, non, absolument pas. Acheter là, on va essayer de définir ça en données 4 heures. Bon, on a une bougie 4 heures qui commence à être intéressante, mais j'aimerais qu'elle ait un peu plus de corps. Un nuage qui pourrait se mettre à plat et derrière, pourquoi pas avoir un range sur ce niveau, justement sur le niveau des 38,2, donc à surveiller. Et en données horaires, j'ai pas beaucoup d'indications en données horaires sur le BTC. Alors, on repasse au-dessus de la kill jaune 1 heure, donc ça c'est un bon point, mais j'aimerais une plus forte accélération et derrière un bel avalement aussi en données 4 heures. Donc là, ouais, ça reste un trade risqué, car on est quand même sur un milieu de range, mais on pourra avoir une opportunité si on a une belle bougie flux avec un stop loss assez serré pour justement essayer d'aller chercher la moyenne mobile et la kill jaune. Mais dans une optique de moyen long terme, très clairement, j'attendrai la cassure de ce niveau-là, pour me repositionner.
mais avoir un vrai signal technique d'achat. 40 000, 41 300, on casse l'oblique, les prix sortent du nuage, enfin, on est déjà sorti du nuage, mais on sort vraiment de cette zone d'accumulation, de stabilisation, et on repart en direction des prochaines résistances. Pour l'heure, il faut encore se montrer patient sur le BTC. Peut-être un signal en données 4 heures, effectivement, risqué, mais ça pourrait peut-être payer si les signaux se valident derrière. Pour terminer, l'Ethereum. Bon, ça reste haussier, l'Ether. Et je garde toujours l'objectif à 2900 et 3000 $. Rien à dire. Là, j'aimerais juste bien qu'on sorte du nuage et que Chico perce aussi le nuage. Ce serait aussi un bon point, mais pas d'inquiétude baissière, hein. Si on regarde, on empile les bougies vertes, petite bougie de correction. En données 4 heures, on est dans une dynamique haussière bien en place. Ok, sortie du canal, mais on est dans une consolidation latérale des prix, toujours soutenue par la même 50. Non, vraiment pas d'inquiétude sur... Pas terrible. Sur l'Ethereum, je reste aussi. Voilà, pour moi, l'Ethereum surperforme pour l'instant le Bitcoin, très clairement. Le double creux est validé, on s'inscrit dans une belle dynamique haussière, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut, soutenu par la même 50. Maintenant, il faut qu'on arrive à franchir la résistance des 2550. Et puis, si derrière c'est validé, objectif final 2900 comme toujours. Et pourquoi pas avoir un excès sur le seuil psychologique des 3000 $. Mais en tout cas, ça reste haussier, donc ne vous mettez pas à contre-courant sur l'Ethereum. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve demain pour faire un point complet sur la planète finance.